Bienvenue dans Parlons bière, parlons business, le podcast qui vous fait voir l'envers des bulles. Je suis Olivier Faure, ancien journaliste économique, passionné de bière, mais aussi de mon territoire, le nord de la France. J'ai fondé à Lille il y a presque 10 ans avec des amis l'agence précurseur en matière de tourisme brassicole, l'Échappée Bière. J'en dirige aujourd'hui la branche conseil en stratégie et marketing, expertise bière conseil, exclusivement tournée vers le monde brassicole. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous souhaitons apporter à cette filière en plein boom un regard très business sur le monde de la bière. On espère que Parlons bière, parlons business deviendra pour vous un rendez-vous régulier. Bienvenue pour cette première table ronde sur une thématique qu'on a appelée état des lieux et perspectives de la filière. Moi, je suis Olivier, du coup, je suis un des fondateurs de l'Échappée Bière et notamment le directeur de la branche conseil de l'Échappée Bière. Voilà, et je suis épaulé par Gabriel et Sébastien que je vais laisser se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel Venancio, je suis le directeur marketing et achat chez IBB, donc qui est l'acronyme pour International Beers and Beverage, qui est une société, une PME familiale du nord de la France. On est basé à Carvin, on a un bureau à Lille qui sélectionne, distribue, commercialise des bières françaises et étrangères depuis 30 ans. Bonjour, Sébastien Fauquemberg, je suis le fondateur de Test & Brews. J'ai 3 casquettes, même si j'en ai qu'une aujourd'hui. J'ai 2 caves et bars qui sont les 2 établissements à Lille et à Marc-en-Barœul. Et je fais aussi de la distribution de bières artisanales sur le Nord-Pas-de-Calais. Les présentations étant faites, on peut commencer, ça fait un peu scolaire, mais quand on dit état des lieux et perspectives, on va commencer par un petit état des lieux. Si on avait fait cette même conférence il y a 3 ans, on n'aurait pas commencé par ça. On aurait fait sauter des bouchons en se disant c'est formidable, tout va bien, les brasseries se portent bien, tout le monde ouvre. Et malheureusement, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est le contexte international? Est-ce que c'est une évolution naturelle du marché? On le voit dans les chiffres, il commence à y avoir des brasseries qui ferment, ce qui n'était pas le cas il y a encore, je pense, 1 an, ou alors c'était extrêmement isolé. Comment on peut expliquer ça, messieurs? Je pense que ce qui est important déjà au tout début, c'est de se dire oui, il y a une période aujourd'hui qu'on connaît qui n'est pas super positive, mais le fond, la direction, elle est bonne. La bière, le marché de la bière est un marché relativement résilient. Il y a des bons fondamentaux en termes de qualité produit, en termes d'habitude de consommation qui vont dans le bon sens. Donc globalement, il ne faut pas se tromper, on est plutôt dans une direction générale qui est positive. Et pour autant, faut pas s'endormir. C'est-à-dire qu'il y a aussi un ajustement qui est aujourd'hui en train de se passer parce qu'il y a certaines directions où on est allé trop loin. On expliquera un peu, mais on est allé trop loin. Donc aujourd'hui, il y a un peu ce que des fois en bourse, c'est des petits redressements. Aujourd'hui, on est dans un redressement qui s'est accéléré avec des crises qu'on a connues. Voilà, je pense qu'il ne faut pas s'alarmer, mais il faut savoir écouter les signes du marché et se dire il faut que l'ensemble des acteurs prennent ça en considération et fassent un peu évoluer leur offre. Alors justement, quand tu dis on est allé trop loin, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Je pense que ce qui a nourri la croissance de la catégorie à un moment qui était une vraie demande consommateur vers des produits de meilleure qualité, plus fun, vers des produits plus locaux, vers des produits plus artisanaux, où il y avait du fond derrière, où il y avait des personnes, il y avait des brasseries qu'on pouvait identifier. Donc tout ça, ça a nourri la catégorie. On est allé trop loin parce que la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est en Europe, le pays où il y a le plus de brasseries. Mais ça veut dire quoi pour un consommateur? C'est que l'offre, elle est devenue extrêmement difficile à lire. Il y a beaucoup d'offres. Si on prend la grande distribution, il y a une explosion des offres dans les linéaires. Et quand une offre, elle devient illisible, le réflexe du consommateur, c'est déjà de se dire j'y comprends rien, donc je vais vers des choses qui me rassurent, que je comprends, que je connais. Et malheureusement, c'est pas toujours vers les marques que vous pouvez représenter ou que nous on représente. C'est les valeurs sûres qui vont être les valeurs sûres connues en termes de notoriété. Des fois aussi sur des niveaux de prix, on en parlera, qui sont aussi accessibles par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, un exemple de on est allé trop loin, c'est il y a un tel niveau d'offres partout qu'il y a une difficulté pour les gens de toujours bien la comprendre, bien la repérer, et donc un peu une crainte de se tromper ou d'aller au plus simple.
Ce développement aussi qu'on a connu ces peut-être 10 dernières années, c'est ce qui a permis, comme tu disais, de mettre en avant cette filière brassicole, de faire que la consommation de bière en France maintenant connaît actuellement des volumes qu'on n'a plus connus depuis les années 80. Je pense qu'une bonne partie de ce boom de la consommation brassicole est due justement à toutes ces petites brasseries qui ont été créées depuis ces petites 10 dernières années, et ce mouvement fun, comme tu le disais, underground, ce mouvement où on allait chercher ce qu'était la bière auparavant, retravailler des styles, proposer des choses qu'on n'avait plus, sortir du côté clone, qu'on avait en grande distribution où sur 10 bouteilles, il y avait 9 clones et une extraordinaire. Tout ça a permis à ce marché de la bière de pouvoir se développer et de pouvoir atteindre des personnes qui, jusqu'à présent, ne consommaient pas du tout de bière. Là, on s'essouffle un petit peu, effectivement. On en reparlera encore juste après. Comme dans tout secteur, à chaque fois qu'il y a un côté underground qui commence à émerger, les gros qui sont mainstream récupèrent toujours ce que font le côté underground, l'industrie du disque, l'industrie du vêtement, l'industrie brassicole. C'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui fait que les clones vont glisser un petit peu en grande distribution. Donc on passait de, je vais dire une bêtise, mais on en reparlera sans doute encore après, de 32 triples dans un rayon, dans un linéaire Auchan, à 20 IPA en bouteille 75 avec la même étiquette et une contre-étiquette un petit peu différente. On a une évolution du marché maintenant. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, on aura le temps et on peut en disserter pendant 3-4 heures avec 52 copies si tu veux. Le résultat, c'est que effectivement, on est sur un marché où la consommation de bière n'a jamais été aussi importante depuis pratiquement plus de 40 ans, avec ce côté underground qui s'essouffle complètement. Mais du coup, si je vous comprends bien, ça veut dire que pour les brasseries artisanales, les petites et les jeunes, il y en a beaucoup ici. Ce que vous dites, c'est quand même pas hyper rassurant, parce que ça veut dire qu'en gros, je caricature un peu, mais ils ont fait le boulot de redynamisation de tout ça. Et maintenant, étant donné qu'ils ont sûrement aussi moins de moyens commerciaux de développement, ils se retrouvent un petit peu dépassés par des brasseries plus anciennes, plus importantes? Oui et non. Facile. Oui et non. Oui, dans le sens où les grandes brasseries, et on l'a vu, le marché américain est beaucoup plus mature que le nôtre. On peut l'observer et on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis va arriver dans 5 à 6 ans, voire on va arriver à avoir le marché américain en France dans 2 ou 3 ans. Ce qui est rassurant d'un côté, c'est qu'on a moins de différences. Ce qui est flippant, c'est que ça bouge beaucoup plus vite là-bas et ça va bouger vite ici. Effectivement, on a ces brasseries qui s'essoufflent, comme je le disais, et une partie, naturellement, c'est un peu aussi la loi de la nature, vont disparaître. Même si elles ont permis à ce marché d'exploser. Ces brasseries, encore une fois, c'est mon point de vue, ces brasseries, petites brasseries qui ont permis au développement de ce marché, maintenant n'ont plus d'autres solutions que soit rester sur du marché local et ils vont très bien fonctionner, à mon point de vue, encore une fois, soit évoluer vers un hybride entre ce qu'ils faisaient auparavant, des bières un peu plus fun, où des matières premières sont beaucoup plus qualitatives que ce que peut faire l'industrie, ne pas utiliser d'ersatz, etc. Et adopter une partie de ce que font les brasseries industrielles, à savoir chercher plus de marketing, plus de communication. Et on en voit une qui est locale, qui a très bien compris comment ça fonctionne et qui le fait depuis le début. Sans la nommer, ils sont pas bien loin derrière. Et eux ont ce côté hybride, travailler avec un masque craft tout en ayant une manière de faire complètement industrielle sur à la fois le marketing, la communication et les actions. Oui, moi je crois qu'il ne faut pas oublier... oui, il va y avoir des disparitions, mais ceux qui ont bien travaillé leur qualité produit, ceux qui ont apporté de la valeur au marché, ceux qui sont restés dans un niveau de prix qui est un juste niveau de prix par rapport à la qualité qu'ils délivrent, ils vont rester sur le marché. Donc, moi, je pense aussi que l'écrémage, et j'espère heurter personne parce que dans l'Assemblée, c'est aussi... Il y a eu beaucoup de gens qui se sont lancés sans forcément beaucoup de compétences, sans forcément avoir ça dans les veines, et qui du coup délivrent quelque chose qui est peut-être un peu moyen. Dans le marché aujourd'hui, il y aura de moins en moins de place pour ça. Donc les investisseurs, les gens qui se sont mis sur ce marché en se disant « il y a un super ratio et je vais aller dedans », eux peut-être qu'ils risquent de disparaître parce qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de cette valeur. Donc moi, je reste assez positif sur tous les gens qui ont bien travaillé. Si vous avez le sentiment d'avoir bien travaillé, si vous savez quelle valeur vous amenez au marché, que ce soit un marché d'indépendants, de CHR, de grande distribution, vous allez rencontrer votre public et ça sera encore plus poussé par le fait qu'il y aura aussi un peu moins d'offres
qui va noyer les consommateurs. Donc moi, je reste assez positif là-dessus. Ceux qui font de la super qualité, ceux qui ont un fond, ils vont largement émerger dans ces périodes où, justement, ceux qui vont bien travailler, ils vont être reconnus. C'était précisément le point moi, que je voulais évoquer juste après. Dans ce contexte donc un peu délicat qu'on est en train de décrire, qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui, finalement, je pense aussi ce que tu voulais évoquer, pour la clientèle, qu'est-ce qui fait encore la différence? Il faut avoir quoi aujourd'hui? Plutôt être bon sur le produit, sur l'image, sur le market, sur le prix, tout simplement. Un peu de tout ça, mais on sait qu'un peu de tout ça, c'est pas toujours simple d'avoir un design canon, un produit exceptionnel et de le vendre pas bien cher. Donc vous qui êtes au contact des revendeurs, que ce soit des acheteurs, que ce soit B2B ou B2C, comment vous le sentez? Où est-ce qu'aujourd'hui il faut mettre le curseur pour une brasserie qui fait 800 hectos, qui veut grandir et surtout qui veut pas mourir? Pour une brasserie qui fait 800 hectos, ça dépend. S'ils sont 10, elle va mourir. Clairement. S'ils sont 1, 2, il va avoir des difficultés au niveau commercial à vendre ses bières. Et donc là, il a besoin de se baser soit sur de la vente en direct, et c'est là où il marge, ou de la vente avec un distributeur ou plusieurs distributeurs, et c'est là où, avec 800 hectos, c'est plus compliqué. Pour aborder finalement le point, je vais rester sur le professionnel et partir sur le particulier après. On voit nombre de brasseries actuellement qui ont permis cette explosion, encore une fois, d'aller dans tous les sens, de sortir des Berliner Weisse, de sortir des Florida Weisse, de sortir des IPA, des triple IPA, des doubles dry hop, des quadruples dry hop, du 300 grammes par litre de houblon, j'exagère bien entendu. On a vu ces brasseries qui commencent depuis plus d'1 an maintenant, avec la récession qu'on a, à proposer des produits un peu moins cher aussi à l'achat en termes de distributeurs ou en termes de points de vente. Pourquoi? Parce que ces brasseries ont aussi grossi et ont aussi permis d'avoir des économies d'échelle parce qu'ils ont acheté des tanks de 60 hectos, 100 hectos plutôt que des tanks de 10 hectos. Donc ça, c'était une première... ça a permis, en fait, cette explosion a permis à certaines brasseries de s'équiper, donc de s'endetter aussi, mais de sortir des produits un peu moins chers. Ce qui fait que maintenant, qui a permis le succès un peu de ce côté brassicole un peu fun, toutes ces cannes qui auparavant étaient vendues en point de vente à 8 euros se retrouvent maintenant entre 5 euros et 7 euros la vente. Certaines autres brasseries se sont lancées, un peu avec retard, sont aussi dans le côté un peu pointu, mais on se retrouve finalement avec des gens qui continuent à sortir des bières vendables en point de vente à 8-9 euros. Et ce sont des brasseries qui commencent à avoir des soucis aussi parce que on a des brasseries qui ont fait les investissements et qui maintenant sortent les mêmes produits un peu moins chers. Par rapport maintenant à la clientèle qui vient en point de vente, je la touche encore tous les jours, cette clientèle. La clientèle maintenant, beaucoup de gens viennent en point de vente et me demandent, avant Covid, j'avais des visiteurs qui venaient, vous avez quoi comme triple? Parce que moi, je vais encore en distribution, quand je vais en grande distribution, j'ai 40 triples devant moi. Je ne sais jamais laquelle choisir. Maintenant, ces personnes viennent dans les établissements et disent, vous avez quoi comme IPA? IPA is the new triple. Mais néanmoins, c'est devenu un argument marketing. Vous marquez IPA sur une bière, ça se vend. Il y a 5 ans, vous marquez triple sur une bière, ça se vendait. Pas de question. Le souci, c'est que dans IPA, quand on voit des IPA qui sont faites par des industriels avec un process industriel, avec une optimisation du process, et une petite brasserie de 800 hectos où ils sont deux, certains vont aller dans une production hyper intense en termes de houblon et donc un coût extrêmement cher. D'autres vont aller sur un côté marketing où le fait de mettre IPA et d'avoir un petit peu d'aromatique dans la bière permet de la vendre. Donc là, le consommateur est encore un petit peu perdu, même si le consommateur actuel est différent de celui d'il y a 5 ans, dans le sens où il est un peu plus averti. Maintenant, proposer un barley wine barriqué 18 mois en fût de Buffalo Trace, ça reste encore pour les connaisseurs. Qu'est-ce qu'il faut? Je crois qu'à la base, il faut alimenter la demande du consommateur. Et la demande du consommateur, elle ne peut venir que s'il connaît, s'il est plus intéressé à ce qu'est la culture bière. Sans aller dans les grands extrêmes, nous, on a mené assez récemment une étude avec des groupes consommateurs. On avait des groupes dans les Hauts-de-France et des groupes en dehors des Hauts-de-France. Et on se rend compte à quel point il y a déjà un océan entre ces deux populations. Donc nous, on a la chance, en habitant dans les Hauts-de-France, d'être alimentés, infusés par une culture bière locale et par une culture bière locale plus qui est la Belgique. Voilà, ça, on a cette chance-là. En dehors de nos frontières, il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire que si on pose, je vais vous livrer, parce que ça n'a pas beaucoup de secrets, il y avait 2 questions qu'on posait au début des groupes consommateurs où les gens sont autour d'une table. Dans le Nord, on leur a demandé, quand on dit bière, ça vous évoque quoi? Les gens disaient convivialité, partage, amis, apéro, ceci, c'est bon. Très bien.
quand on posait la même question à des gens qui habitaient à Tours, c'est quoi pour vous la bière? C'est désaltération, rafraîchissement, après-midi, terrasse. On dirait que c'est pas, mais c'est énorme. C'est déjà pas les mêmes moments de consommation. C'est des moments de consommation plus limités. C'est par exemple, je tombe ma pelouse, je vais boire une bière pour me rafraîchir. Dans le Nord, c'est je vais voir des amis, je ramène 2 quilles de 75. Les gens qui sont pas des Hauts-de-France, moi je suis pas des Hauts-de-France, quand je suis arrivé, c'est ce à quoi j'ai été confronté. Je trouvais ça cool. La deuxième chose, c'est on a demandé aux gens derrière de dire c'est quoi les bières, quand je vous dis bière, ok, c'est quoi les marques qui vous viennent à l'esprit. Dans le Nord, on a plutôt eu des gens qui nous ont répondu, soit des bières belges, soit des bières du coin. Il y avait de la Trois-Monts, il y avait de la Pédieu, il y avait de la Corse-Saint-Donc, il y avait du... Ok. Donc déjà un niveau, bon, de bière, un peu de spécialité. Poser la même question. Et du coup, moi j'étais là, je me disais, bon, c'est sympa, mais dans les top ventes en France, bah, c'est pas ça. Dans le top France, donc, il y a Heineken, il y a 16, il y a Croix, il y a Goudal. Bon, on pose la même question à Tours. Bah, j'ai retrouvé 16, Heineken, Desperados, Corona. Donc, pour revenir à la question, ce qu'il faut faire, c'est déjà tous être porteurs de cette culture bière, de se dire que y a des gens qui sont au niveau du barrel aged et puis il y a des gens qui sont au niveau juste de c'est quoi le truc qui a déjà un peu plus de goût que ma blonde habituelle. Et on va tous hurler dans la salle, enfin vous allez tous hurler, mais moi, une marque comme Leffe, comme Grimbergen, à un moment, elle a dit aux gens, y a Croix, il y a 16, il y a Heineken, et puis vous pouvez déjà aller chercher un truc au-dessus. On est d'accord, c'est le début du chemin. Mais il faut aller chercher ces gens-là. Il faut leur amener cette culture, cette envie de découvrir, des produits pas forcément hyper fun, des produits déjà qui sont une amélioration, il faut les emmener à consommer petit à petit. Je trouve que ça, c'est hyper important pour tous les gens qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas la chance d'être frontaliers avec la Belgique, qui n'ont pas la chance d'avoir X brasseries dans les Hauts-de-France. C'est déjà un pas. C'est qu'est-ce qu'on fait nous tous ensemble, distributeurs, brasseurs, tout l'écosystème local qu'il y a autour, pour pousser la culture bière et faire en sorte que, après les Hauts-de-France, on arrive à conquérir un peu toutes les régions. Paradoxalement, là où il y a le plus de consommation de toutes ces nouvelles brasseries depuis 10 ans, c'est pas dans le Nord. Nul n'est prophète en son pays. Le côté artisanal, le côté craft, dans lequel je suis très impliqué, est beaucoup moins présent dans le Nord-Pas-de-Calais que dans le reste de la France. À Bordeaux, ils n'ont pas de culture. Je préfère parler d'historique que de culture. Si on va sur la Grand Place de Lille et qu'on demande à quelqu'un, n'importe lequel, qu'est-ce qu'une Berliner Weisse, qu'est-ce qu'un Bitter, qu'est-ce qu'un Dark Mild ou un Satie, personne ne connaîtra. Qu'est-ce qu'une blonde, une brune, une bleue à petits carreaux? Oui. Mais donc paradoxalement, la consommation de bière artisanale, de bière un petit peu différente de ce que propose l'industrie, se fait plus dans le reste de la France que dans le Nord où on a cette historique brassicole de consommation depuis des années et la Belgique assez proche. À titre personnel, ça n'engage que moi, et pourtant j'y travaille depuis 17 ans maintenant et je continuerai à travailler là-dessus. Et on doit tous travailler là-dessus, tous les acteurs doivent travailler là-dessus, sur la connaissance brassicole et sur le fait de participer à l'éducation du consommateur. Quand un consommateur va dans un bar et il y a une 1664 par exemple, dont le fût est ouvert depuis 1 mois et demi, 2 mois et demi, dont la ligne n'a pas été sanitée, il va dire cet établissement, non il va pas dire cet établissement, pardon, il va dire la 16 c'est pas bon. Il va dans le bar à côté où la 16 elle vient juste d'être percutée, où la sanitation a été faite il y a 15 jours, il va dire cette bière est excellente, alors que c'est la même bière. On a un gros problème encore en France, contrairement au vin, de connaissance brassicole. On prend n'importe quel personne lambda dans la rue, on lui pose des questions sur la bière, on lui fait goûter des bières avec des défauts. Malheureusement, on est encore au niveau où les gens ne connaissent pas les défauts. Vous allez au restaurant, vous avez un vin bouchonné, vous dites au serveur le vin est bouchonné. Vous allez au restaurant, vous avez une bière qui est acétique, vous avez une bière qui est oxydée, vous avez une bière qui est diacétyl. Personne ne dira elle est diacétyl. On va la boire, on va être poli, on dira pardon, excusez-moi, c'est moi. Non, on doit continuer à participer. Et si on continue tous à participer à tous les niveaux à cette éducation brassicole, ça permettra à l'univers brassicole d'atteindre un poids, une masse critique, et de peut-être pencher un peu plus dans la balance, dans la consommation hors domicile et dans la consommation tout simplement d'alcool en France. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais qui s'en occupe? Parce que
Le brasseur qui le matin se réveille, son taf, c'est de faire de la bonne bière. Il va pas prendre son bâton de pèlerin, surtout ils sont à 3 dans la brasserie, pour aller dire allez les gars, la culture bière c'est formidable, apprenez ce que c'est le goût et puis allez découvrir autre chose que votre blonde habituelle. Moi je suis convaincu, mais là aussi ça n'engage que moi, que la bière a une énorme faiblesse, c'est la faiblesse de sa filière, quoi. C'est juste inaudible. Tout à l'heure, tu disais que le marché était illisible. Moi, je trouve que la filière est inaudible. On voit tous régulièrement des pubs pour le syndicat de la viande, récemment les vins des Côtes-du-Rhône qui avaient fait une grande campagne de pub. Buvez des vins des Côtes-du-Rhône, c'est très bien. Pour la bière, c'est juste le néant. Donc, si ce n'est de penser qu'un jour, un brasseur méga fair-play collectif va dire « Allez les gars, moi, je passe la moitié de mon temps pour faire ça », cette acculturation à la bière qui est sans doute une des solutions pour que ce monde brassicole qui dans l'ensemble se porte encore bien se pérennise, si personne ne le prend en main, je vois pas trop comment ça peut se passer. Et pour le coup, les syndicats, qui en plus sont 2, font de ce point de vue acculturation peut-être pas à 100% le boulot. Là, ça n'engage. Effectivement. Il existe une agence événementielle qui est pas bien loin d'ici, je crois, qui s'occupe un peu de bière et de tourisme brassicole, un truc comme ça. Il existe effectivement 2 syndicats qui se tapent un petit peu l'un sur l'autre. En tout cas, le petit tape sur le gros. Leurs combats sont un peu différents. Les combats actuels du SNBI, qui est le syndicat des brasseurs indépendants, c'est de bien faire indiquer sur l'étiquette qui a produit la bière. Et je trouve que c'est très légitime, parce que les bières d'étiquette, c'est hyper facile. On achète un brassin chez Deprouf, on dit c'est moi qui l'ai fait, et on habite dans le Pas-de-Calais sur le Cap Griné ou Cap Blanc-Nez. Voilà. Donc ça, c'est un combat qui est juste, mais c'est pas le seul combat. Le combat encore du SNBI, c'est de lutter contre les contrats brasseurs des gros, et donc là, il s'oppose forcément à l'autre syndicat. La force dans ce pays qu'on connaît très très bien, la France, de ce puissant lobby du vin, c'est que il y a un lobby du vin justement, et qu'on soit du Rhône, qu'on soit d'Alsace, qu'on soit du Bordelais, il y a un lobby national qui va faire son boulot. Moi, ça fait 17 ans que je suis dans le milieu du CHR et brassicole, uniquement brassicole. Je ne l'ai jamais vu. Quand j'en parle aux anciens, ça n'existait pas parce que c'est le côté très commerçant, très bar, café. Chacun tire la couverture à soi et on n'y arrive pas. Ça serait effectivement un gros travail. C'est un peu Sisyphe aussi, un petit peu. De regrouper tout le monde sous un seul syndicat ou que les 2 syndicats s'unissent pour enfin promouvoir la bière au niveau national. Et pourtant, il y a des actions qui sont faites chaque année. C'est pas aussi puissant que le lobby de la viande. C'est pas aussi puissant que le lobby du vin, malheureusement. Non, c'est clair. Après, la façon dont aujourd'hui l'univers est constitué, avec qu'on a des énormes marques et plein de petits. Donc ça aide pas à avoir ces tailles intermédiaires qui permettent des fois, dans des filières, de faire la jonction entre des intérêts qui sont forcément divergents. Moi, j'ai développé dans ma carrière d'autres catégories. Il y a une chose qu'on peut utiliser aussi, qui n'est pas un gros mot, et ce que nous, on utilise chez IBB, c'est des grandes marques qui vont permettre de tracer des routes. Nous, on a un portefeuille de craft assez important. Comment on l'a construit? On l'a construit aussi parce qu'à l'époque, Jean-Luc Butez, notre PDG, il a vu BrewDog, il connaissait l'histoire des crafts américaines et il s'est dit voilà, moi je pense que ça va émerger. Alors oui, c'est écossais, oui aujourd'hui c'est une très grosse marque, mais ça a ouvert aussi tout ce pan d'IPA qui fait qu'aujourd'hui une punk IPA ça reste quand même une référence, mais que derrière on a pu inspirer, mais on a pu aussi faire rentrer des marques dans le CHR en grande distribution. Là où aujourd'hui, c'est vrai, il y a une offre pléthorique d'IPA plus ou moins bonne, mais en tout cas, il y en a une. Elle arrive, alors que c'est un marché qui est encore tout petit au niveau du consommateur français. Et donc, il y a cet élan qui peut être amené de faiseurs un peu plus gros, de marques intermédiaires qui arrivent à ouvrir des brèches, à faire connaître, et dans lesquelles il faut absolument que toutes les offres artisanales locales puissent s'engouffrer en disant, voilà, moi, je pars dans ces pas-là. Les pas, c'est quoi? C'est un très bon produit, un excellent produit. Et une notion de prix aussi qui est importante. Je pense qu'on y reviendra, mais elle est absolument clé. Donc, une des façons aussi de le faire, c'est d'être dans cet élan-là, parce que oui, ça coûte très cher de faire émerger un discours, une marque auprès des consommateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter
contre des moyens, contre les campagnes qu'on voit aujourd'hui. Prenez une marque comme Gallia, ce qu'elle était il y a encore 3 ou 4 ans en termes de notoriété et ce qu'elle est aujourd'hui, on la voit partout, on la voit encore en ce moment, ils sont en campagne. C'est des moyens qui sont énormes, c'est 3, 4, 5 millions d'euros qui sont dépensés que en communication, sans compter... Bien sûr, mais d'un point de vue filière, qu'on vienne pas me dire que tous les acteurs sont des tout petits qui n'ont pas un rond pour, tu vois. Enfin, la filière brassicole dans son ensemble, il y a certes que, je sais plus actuellement, les chiffres, je m'y perds, 2500, 3000, 2500 brasseries. Là-dedans, il y a des géants, enfin, et c'est pas forcément que à eux de mettre au pot. Mais toujours se dire, on pourra jamais lutter contre le vin, je trouve qu'il y a une forme de fatalisme. Je pense qu'aujourd'hui, mais là encore, quand il y a des petites crises comme ça, on a toujours un réflexe de dire, les causes sont exogènes, c'est le marché, ces trucs, mais c'est sûrement pas moi. Est-ce qu'il ne faut pas que tout le monde mette un peu d'eau dans son vin, que les petits disent, en effet, comme tu le disais très justement, je pense que si l'IPA en est là où elle est aujourd'hui, BrewDog est en grande partie responsable de ça. Donc se dire, les grands ne sont pas tous des méchants, et que les grands se disent, les petits ne sont pas tous des petits qui font de la bière infectée. Et il y a une forme aujourd'hui de petite crisounette, si on veut s'en sortir, serrons-nous peut-être les coudes. On n'est jamais que 2500, quoi. Non, il faut trouver les angles. Moi, je trouve que la viande, par exemple, c'est super parce qu'ils se sont rendus compte du danger. À l'heure où il y avait manger de la viande, c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien pour les animaux, c'est ceci, c'est cela. Ils ont pris ça, plutôt que de dire on le cache et puis on continue à faire du gros spot avec du rouge qui tache. Non, ils ont pris ça et ils ont dit on va travailler, on va dire moins mais mieux. Et puis petit à petit, on a retravaillé ça en mettant en avant les éleveurs. Ce qui a été aussi de dire, non, mais derrière consommer de la viande, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des matières premières, il y a eu la mise en place de labels aussi, mais des labels qui avaient du sens pour les gens. Dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie de consommer, qu'est-ce qu'on a envie de pousser. Donc il y a aussi prise de conscience, puis se dire, ok, par quel bout on va le prendre pour défendre la filière, pour la porter, et je pense qu'il y a plein de choses. Sincère. Je pense qu'on en est là. Je pense que la prise de conscience a été faite maintenant. Au moins, la prise de conscience a été faite. Le marché va continuer, comme on le disait, à s'écrémer et ça va être bénéfique à la filière. Et même si, à titre personnel, c'est fini, ça peut finir pour moi, je ferai partie de cet écrémage et ça sera mieux pour la filière. Parce qu'effectivement, il n'y a que les gros ou ceux qui ont des bases suffisamment solides pour rester, mais qui vont aller dans le sens de la filière. Quand je parlais tout à l'heure d'avoir l'étiquette, un des combats du SNBI, d'avoir une transparence, ça fait partie, je pense, de l'éducation du consommateur aussi. Et je pense qu'on va aller là-dessus. Je défends toujours l'artisanal parce que je suis passé par l'industriel auparavant, mais l'artisanal, c'est pas le meilleur. Il y a du très très mauvais, il y a du bon, il y a du très bon. Mais à partir du moment où justement c'était un petit peu écrémé, où il y a un peu de très mauvais ou de mauvais qui vont disparaître, je le souhaite pas, mais c'est comme ça. Ça peut être que bénéfique pour la filière et ça peut être que bénéfique vers le consommateur, vers la personne qui va dire « Ah, c'est ça une bonne bière. Oui, mais moi, mon copain de mon village, il faisait une bière, c'est mon copain, quoi. Mais je préfère celle du village d'à côté parce qu'en fait, elle est bonne. » C'est ce qui va se passer maintenant. Et donc, je pense que la filière va en bénéficier. Il faut continuer. Et là, moi, je suis tout petit, une petite goutte dans l'océan, mais il faut que chacun continue à son niveau. Jusqu'à présent, l'explosion des brasseries a fait que c'était chacun de tirer la couverture à soi. Plus encore que les années auparavant que j'ai pu connaître dans l'industrie. Maintenant, que ce marché s'assainit et qu'on se dit, on est en crise, parce qu'on est quand même en crise. Peut-être que si on faisait quelque chose ensemble, si on prenait 10 heures par mois à accorder à la filière, chaque brasserie, chaque distributeur, chaque personne, chaque intervenant, peut-être que si on avait cet éclair d'esprit, on pourrait aller dans le sens de mettre en avant cette filière et de la défendre face aux consommations de soft, face aux consommations de vin. Depuis que je suis dans le milieu, le premier ennemi de la bière, ça a toujours été le vin. Alors moi j'y crois beaucoup. Alors en plus on a tous lu ce chiffre, surtout que depuis 6 mois, apparemment la bière est la boisson préférée des Français devant le vin, ce qui est assez historique. Il y a un autre sujet je pense aussi, c'est les brasseries qui se créent, puisqu'il y en a quand même encore qui se créent. Je pense qu'il y a un sujet sur le modèle économique aussi des brasseries. Nous, toutes les brasseries, les jeunes brasseries qu'on accompagne et qui sont en train de se lancer, on leur dit, mec, la vente en direct, un point de vente en direct pour faire exploser tes marges. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est en plus, sauf erreur de ma part, quelque chose qui a très bien fonctionné aux États-Unis. On les prenait tout à l'heure en exemple. C'est quelque chose qui marche très bien, qui continue de très bien marcher. Et en plus, moi, je suis toujours très surpris de voir que
On se dit souvent, un brewpub ou une brasserie qui a une belle taproom, ah ouais, si elle n'est pas en centre-ville de Strasbourg, de Paris, de Marseille ou de Lille, c'est mort. En réalité, aujourd'hui, vous en avez dans la pampa de partout et qui sont toujours pleines, quoi. C'est sûr que la solution, c'est de multiplier ou d'être inventif, créatif sur les façons de distribuer son produit, de le faire connaître et de faire vivre une expérience. Donc rien de mieux, c'est vrai, que d'avoir un lieu où les gens puissent déguster le produit, normalement au meilleur prix, et de vivre une expérience en même temps. Elle peut même, cette expérience, être liée à la fabrication en elle-même. Donc ça, je suis absolument d'accord. Maintenant, tout ça, c'est des métiers supplémentaires. Moi, je viens, avant de travailler chez IBB, je travaillais chez Flunch. La restauration, c'est un métier. Moi, on m'a dit en sortant de Flunch, pourquoi tu as plein d'idées, pourquoi tu ne montes pas un resto? Mais un resto, c'est le métier, un des métiers les plus difficiles. Donc, une taproom, c'est un peu un resto. Un resto, un estaminet ou une brasserie qui distribue les produits, c'est un autre métier. Faire de la distribution, avoir un shop, c'est un métier. Vendre en ligne, c'est un autre métier. Pas mal d'entreprises se disent, je vais faire un e-shop. Mais si personne visite le e-shop, ça sert à quoi d'avoir un e-shop? Ça coûte de l'argent. Donc, il faut faire attention aux idées qui semblent simples. Il faut multiplier ou il faut avoir de la créativité dans les routes to market, la route vers le consommateur. Avant, il n'y en avait qu'une ou deux, c'était je vends en grande distribution, je vends chez le resto ou le bar à côté. C'est toujours pertinent. Il y a d'autres choses qui sont ouvertes, c'est aussi pertinent, mais attention de ne pas se disperser. Et que le métier de distributeur ne vienne pas cannibaliser le métier de base, de brasseur, qui va faire qu'on risque de se planter en tant que restaurateur et en tant que brasseur et en tant que tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Néanmoins, j'observe depuis la fin du Covid, depuis l'année dernière, et je le vois, je suis aussi impliqué avec d'autres bars et caves artisanaux en France. On a un petit lieu d'échange où on échange beaucoup et ça nous permet d'un côté de Marseille à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, de pouvoir voir comment se porte un peu le marché national dans les gens qui sont un peu spécialisés. Et on voit tous que le consommateur, actuellement, donc celui qui va dans les bars, dans les restaurants, se dit « moi j'ai envie d'aller dans un lieu différemment d'avant ». On va dans un lieu, moi ce que je veux c'est une offre globale. Moi, ce que je veux, c'est avoir un lieu qui soit sympa. Je veux avoir des bières. Bon, c'est pas grave si elles sont pas sympas, mais je veux qu'il y ait des bières. Je veux avoir de la bouffe sur place parce que je veux pas aller au restaurant en face, ni à côté, ni à l'étage au-dessus. Je veux qu'il y ait de la musique qui aille bien et qu'à un moment, je puisse aller danser. En fait, le consommateur, maintenant, est encore plus exigeant qu'auparavant et veut tout au même endroit, ce qui est pas possible pour tout le monde. Je le vois bien dans mon nouvel établissement. J'ai une offre aussi qui est tournée que sur le produit. Ça suffit plus du tout maintenant. Il faut amener une autre offre. Et on le voit bien aussi dans les taprooms étrangères. J'en discute beaucoup avec des gens qui se baladent un petit peu partout dans le monde. Tu parlais de Pampa, on a des brasseries dans la Pampa américaine où il faut faire 4 heures de bagnole. Pour les Américains, c'est le bout du monde, 4 heures de bagnole. Hein. Ils sont incapables de faire ça. Ils le font pour la brasserie parce que quand ils vont sur place, ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont à s'amuser. Il y a un jardin pour les gamins. Ils passent la journée et ils repartent après. On a quelques brasseries qui font ça en France, avec leur taproom, où il y a effectivement la restauration. Et je suis entièrement d'accord avec toi, la restauration, c'est un métier. On ne peut pas être restaurateur et bar, faire ce métier-là. C'est deux entités qu'on met côte à côte, mais il faut à chaque fois un professionnel pour chaque entité. Et donc je pense que le côté brewpub, on les voit beaucoup venir. Je pense, à titre personnel encore une fois, que oui, ça peut être un métier d'avenir, en tout cas, une manière pour allier le fait d'aimer brasser, de vouloir brasser et de vendre son produit. D'autant plus qu'effectivement les marges sont plus importantes, donc ça permet aussi à l'entreprise de vivre. Le côté brewpub ou le côté taproom, où il faut investir dans quelqu'un pour la restauration, dans quelqu'un pour le bar, dans quelqu'un pour la brasserie qui ne soit pas la même personne, oui, ça moi j'y crois. Mais ça nécessite de l'investissement. Et un business model travaillé, réfléchi. Et en effet, quand je dis monter un brewpub, c'est pas le faire comme ça. Et un mec qui brasse, qui fait des entrecôtes le midi, qui sert le soir, et ainsi de suite. Ça veut dire que les nouveaux projets qui se montent, plus encore sûrement qu'il y a 1 ou 2 ans, doivent être hyper réfléchis en termes de staff, en termes de compétences, etc. Il y a d'autres points que vous voulez évoquer? Parce que je sais pas, l'heure tourne, je me rends pas du tout. Un des points pour moi, c'est un peu... c'est pas le plus fun, c'est la notion de prix. Je pense qu'on doit être extrêmement vigilant. Une part du développement de la catégorie, ça a été de se dire, c'est un truc qui tourne beaucoup chez IBB, mais qui, je pense, tourne un peu partout, c'est
la meilleure des bières, elle coûtera jamais plus cher que la plus mauvaise des piquettes de vin. Donc ça, c'est vraiment... on peut s'offrir de l'excellente qualité pour finalement pas très cher. Donc ça, c'est top. Il faut rester là-dedans et il faut faire attention de ne pas dépasser parce qu'aujourd'hui, le vin, ils sont partis aussi du constat que il y en avait marre de faire des piquettes et donc toutes les régions se sont mises à très très bien travailler avec des indépendants, avec des gens qui ont changé de vie et qui refont un travail de qualité assez important. Donc il faut être vigilant à ça et il faut être très vigilant au niveau de prix qu'on va chercher. Le retournement du début d'année, il est lié à ça. Il est lié à une inflation qui est forte, à une catégorie qui est non essentielle, à une catégorie qui peut très vite faire monter l'addition des courses. Imaginez-vous, je suis en magasin, j'utilise la douchette pour faire mes courses, je suis une famille, j'avance avec mon caddie, je me retrouve dans le rayon bière. Si je commence à mettre des bières à 2, 2,50, 3 euros l'unité, 33 centimes dans mon caddie pour m'amuser et que je les bip à chaque fois, je vais me dire, ça augmente un peu vite, je vais les reposer. Donc, il faut faire attention au niveau de prix qu'on est en train d'atteindre, avec des prix pour des 33 centilitres aujourd'hui qui peuvent être largement au-dessus des 2,50, voire 3 euros. Sur la bouteille 75 aussi. Et donc, cette notion de prix, mais qui est liée à mon business model, le nombre de gens qu'il y a derrière, ma productivité, qui n'est pas un gros mot, qui est comment je limite toutes les pertes que je peux avoir, comment je suis plus efficace. Ça, c'est hyper clé. Et malheureusement, ça rejoint un sujet matériel. Et qui dit sujet matériel dit investissement. Et encore une fois, nous, aujourd'hui, les brasseries qu'on accompagne, il aurait fallu avoir d'un représentant bancaire aujourd'hui. L'accès au prêt pour les brasseries, c'est hyper chaud. Hyper chaud. Et ça, sauf si le directeur général du Crédit Agricole est dans la salle, moi, j'ai pas trop d'avis sur le sujet, mais il s'avère que c'est très difficile aujourd'hui d'aller emprunter 250 000 euros pour mettre en place un outil, en plus qu'il y a 250 000 euros qui sera relativement modeste, mais avec lequel au moins on pourra bosser proprement, quoi. C'était le cas pour les bars et ça devient le cas pour les brasseries d'avoir des problèmes de prêt maintenant. Pour revenir sur le terme de prix aussi, parce que c'est important, ça reste aussi la base de l'acte d'achat. Bon, moi, encore une fois, je vais parler de ce que je connais le mieux, à savoir les caves et les bars spécialisés sur les bières artisanales. L'offre d'avoir des bouteilles 75 centilitres qui est très très commun dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est beaucoup moins, comme tu le disais, très justement, dans le reste de la France. On arrive maintenant à avoir des bouteilles qui sont à 4,55 €. C'est des bouteilles qu'on n'avait pas auparavant. À titre personnel de caviste, je fais attention à la marge que je fais, j'ai jamais été trop déconnant non plus, mais j'observe que sur certains produits, pour regarder des tarifs que j'avais d'il y a 4 ans et des tarifs que j'ai maintenant, il y a des prix qui ont baissé de la part des brasseries, sur du 75, sur du 44, sur du 33. Par contre, comme je fais aussi de l'étranger, j'ai de l'anglais où là ça a pris 50 centimes au col, c'est juste démentiel. Je te parle pas à peine des américaines où là on est à l'euro, à l'euro 50 en plus. Donc effectivement, il y a quand même une baisse de prix générale, je trouve, à titre personnel, sur le côté craft et craft un peu pointu. Je trouve qu'il y a une baisse moyenne par rapport à avant Covid. Est-ce que pour autant il y a un problème de qualité? Je pense pas du tout, au contraire. Est-ce que pour autant ça fait que ces cannes vont se retrouver en grande distribution? J'y crois pas beaucoup. On le voit sur le marché anglais, il y a du Northern Monk, il y a du North Brewing, etc. Enfin, il y a des grands noms nationaux qui sont dans les grandes distributions en Angleterre. En France, il y a quand même du Piggy qui est en grande distribution. On n'a pas de Grand Paris, on n'a pas de... à moins que je dise des bêtises. Les deux seuls en grande distribution que je connaisse, c'est Piggy du coup et la Débauche. C'est pas forcément des brasseries qui vont super bien non plus a priori. On reste sur le but de pouvoir faire découvrir au maximum de gens ces bières-là. Maintenant, une bière bien houblonnée qui a été stockée, parce que la grande distribution, c'est comme ça aussi. C'est un produit sec, la bière. C'est stocké à l'extérieur au soleil, c'est stocké pendant des mois et des mois avant d'être mis en rayon. La connaissance brassicole fait qu'on va prendre la bière parce que l'étiquette est jolie, la canne est jolie. On va la consommer, on va dire ah bah tout ça pour ça. Alors que si vous prenez la même, j'espère que c'est pas la même, mais vous prenez la même chez un caviste qui a fait attention, en tout cas j'espère que le caviste fait attention, vous allez dire putain ouais, quelle expérience. Ok, elle est à 4,50 €, 5 €, 7 €. Alors qu'en grande distribution, elle pourrait être à 3 €. Mais l'expérience est différente. Non mais tu évoques le sujet de la canne à 7 €, parfois 8. Et parfois 12 ou 14. Hein. Ouais, bien sûr. Je vais me faire l'avocat du diable, mais même moi en tant que consommateur, pourtant c'est mon job depuis 10 ans, les cannes à 8 €, moi ça me choque un peu. Moins mais mieux. Ouais, mais est-ce que... On va pas faire, tu sais quoi, je vais être très franc.
Est-ce qu'il y a encore un marché pour la canne à 8 euros en ce moment, là, à l'heure où on se parle? Je pose la question. Hein. Le marché s'est restreint, oui. Ouais. Oui, il y a encore un marché. Mais il est plus qu'il était avant Covid. Clairement pas. Clairement, quand j'avais des clients qui venaient et qui achetaient des cartons complets, des 24, voire des 36 cannes, des cannes à 8 ou plus. Et ça grimpe vite, du coup. J'avais des paniers moyens à 150, 200 euros. Je ne l'ai plus du tout maintenant. Je l'ai extrêmement rarement. Donc il y en a encore, mais c'est plus rare. Il y a eu un développement aussi de la vente sur Internet par des sites étrangers. Donc les gens vont continuer à consommer ces cannes. À la place d'acheter 8 euros chez un caviste, ils vont l'acheter à 7,40 euros sur Internet. Mais il est encore là, ce marché. Plus petit, mais il est encore là. Maintenant, comme tu disais, comme tu le disais, dans le reste de la France, je vais tondre, j'ai soif, je vais me prendre une bière. Clairement, on va pas prendre une canne à 8 euros. Hein. Au-delà du côté inflation, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit côté mode qui commence à... Enfin, ça commence à se démoder, quoi. Oui, il y a un effet mode, clairement. C'est ce qui permis le boom aussi. Mais je pense qu'il est encore là, que c'est installé. La preuve, c'est qu'encore en distribution, on arrive à avoir de l'IPA, voire de l'IPA dry hop. Le goût a fait que on peut aller dans n'importe quel établissement sur l'île et sans doute dans d'autres régions, les gens vont demander de l'IPA. Pour revenir sur des saisons, sur des bières qui sont extrêmement bien faites, je parle de Thirier, je parle de Haut-Baron, ça existe toujours, c'est assez prisé en local, voire à l'international. Maintenant, mettre une saison dans un bar, les gens, même s'ils connaissent maintenant un petit peu le côté saison ou le terme blonde, quand ils vont rentrer dans un bar, ils vont demander une IPA. Alors je généralise, hein. Plus populaire, mais moins élitiste. Moins cher. L'IPA moins cher et moins élitiste, oui. On n'est pas sur un triple dry hop à 30 grammes de houblon par litre. Cette Beer Geek, elle s'est clairement dégonflée, quoi. Clairement. Mais elle s'est dégonflée, mais en réalité, moi, je me pose souvent la question, est-ce que, parce qu'on bosse dans ce milieu-là, on n'a pas un miroir hyper déformant? La bulle Beer Geek, aujourd'hui, c'est une bulle microscopique. Et nous, quand on fait de l'événementiel pour des entreprises qui nous prennent un séminaire, un machin, donc tu as des gens qui connaissent pas la bière, tu leur parles d'IPA, ouais, ils commencent un peu à connaître vite fait, quoi. Mais ça s'arrête là. Donc cette mode que tu évoques, je pense qu'elle a été hyper embryonnaire et qu'elle l'est encore, elle est peut-être encore un peu plus qu'avant, mais je pense qu'on a un miroir déformant de se dire, waouh, la double IPA, il y a 6 mois, tout le monde voulait que ça. Comme tu le dis, les meilleures ventes, c'est de la blonde relativement basique encore. On a besoin d'un basique. Le terme pils que je supporte pas, on a besoin d'un basique. Dans chaque établissement, on a besoin d'une bière à bas coût, oui, et de plus grosse marge possible. Je parle du CHR là. Néanmoins, il y a toujours cette demande d'IPA. Et derrière IPA, on peut mettre plein de choses. On peut mettre une bière qui est très sucrée, très peu aromatique, quand on peut mettre une double dry hop. Sauf que le client, il va pas dépenser plus d'un certain montant en bar. Pour prendre quelques exemples du milieu dans lequel je suis, moi je suis capable d'aller dépenser pour un 25 centilitres 7 à 8 euros parce que c'est une triple dry hop, un truc what the fuck, parce que je fais partie de ce monde beer geek. Mais voilà, des gens, ne serait-ce que sur l'île, des gens comme moi sur l'île, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a plus dans d'autres villes, le côté beer geek sur l'île n'existe pas, enfin, ou très peu. Mais oui, ce côté, dans les extrêmes où on a été, le côté, on parlait de l'IS barriqué 36 mois dans un fût de Buffalo Trace et compagnie, ça a dégonflé, oui, ça a clairement dégonflé. Maintenant, avoir une bonne bière, je vais donner un exemple. Dans les établissements dans lesquels je vais, j'ai souvent des gens qui disent non, IPA j'ai goûté, c'était la mode, j'ai goûté, j'aime pas du tout. Oui, vous avez goûté quoi? Je sais pas, c'était ce qui était présent. C'est pas grave, je vous fais goûter moi ce que j'ai en pression ici ou là. Et les gens disent ah ça j'aime bien ça je vais prendre une pinte de ça. Ça c'est une double IPA. Sauf que double IPA ça parle pas. Parce qu'effectivement, le niveau geek, il est très bas. Et ensuite, il y a toujours cette méconnaissance, je reviens toujours là, mais il y a cette méconnaissance. J'aime pas l'IPA, mais ça j'aime bien. J'ai des gens qui me disent, j'aime pas la bière, mais ça j'aime bien. Mais ça veut dire aussi pour les brasseurs existants ou ceux qui voudraient se lancer, se dire, mon positionnement, ça va être de faire de l'ultra geek, des sours à la myrtille et tout le bazar. Il faut quand même pas oublier que c'est pas avec ça que vous allez faire une brasserie qui va faire 5000 hectos avec 9 salariés et se payer 2500 balles net. Hein. Non, je crois que comme dans tout produit, on fait pas il faut les faire avec passion, mais pas que pour soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens en face. Moi, ça fait 9 mois que je suis chez IBB, 9 mois où j'ai eu la chance de goûter tous nos produits. On en a quelques-uns. Avec une sélection, d'aller au MBCC à Copenhague, c'était une fête, mais moi j'étais là-dedans, je comprenais rien. Et j'ai eu la chance dans mon équipe d'avoir des gens qui sont capables de m'accompagner. Je leur ai dit, la première bière que j'ai goûtée, c'était une sour. Je dis, mais c'est dégueulasse. Et il y en a un qui m'a dit, attends, t'as commencé par quoi? Non.
Non, bah en fait, goûte celle. Regarde, viens, je vais t'amener. Il m'a fait goûter. Il me dit, commence par ça. Et effectivement, là, ça me plaisait. Donc, encore une fois, je pense que c'est le phénomène d'early adopter. Il existe dans tous les marchés. C'est comment on le démocratise et comment on va conquérir plus de gens. Il y a, moi, j'aime pas trop cette histoire du geek. Moi, je préfère dire, petit à petit, on comprend toute la largeur et on peut être attiré. Il y a des fois non, et on sera attiré. Et c'est là aussi, il faut écouter les gens. IPA, je suis absolument d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont dire non, mais non, IPA, j'aime pas. Pourquoi ? Parce que quand je vais dans un bar et que je demande vous avez quoi à la pression, ce qui est quand même la phrase de base de quelqu'un, il dit vous avez quoi en pression ? Le mec va lui dire j'ai ça, et j'ai une IPA. Et il va décrire l'IPA comme c'est une bière très houblonnée et amère. Moi, quand je bois une punk IPA, c'est pas ce que je ressens. Moi, déjà, je ressens que c'est hyper aromatique et que ça change d'un truc qui n'a pas d'arôme, de saveur. Et c'est très rafraîchissant. Et quand on va au UK, qu'on regarde comment Brewdog vend sur sa PLV, sur les meubles, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit pas elle est amère, il dit aromatique, tropicale. Et ça parle. Moi, en tant que conso, ça me parle, ça décrit beaucoup mieux ce qu'est la bière. Et là, ça me... Et tu mets le doigt. Enfin, on peut le voir différemment, effectivement. Soit on est grande distribution, soit on est CHR. Je suis enfoncé dans le CHR depuis trop d'années pour en sortir. Je ne pourrais plus en sortir. Mais on part du constat, malheureusement, et c'était déjà le cas quand je suis rentré, et c'était sans doute déjà le cas 20 ans auparavant, que le patron de bar, 98% des patrons de bar ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce qu'ils servent, ne connaissent pas la bière. Et comment vendre la bière pour un professionnel qui ne connaît pas la bière, qui n'a pas formé ses équipes ? Là, et c'est le grand problème, il y a des nouvelles caves qui s'ouvrent, des gens qui vont servir de la bière, qui savent expliquer aux consommateurs. On en revient toujours à l'éducation. Et je pense que ça doit faire partie du boulot des brasseurs, du boulot des distributeurs, du boulot des revendeurs, de connaître le produit. Pas goûter à tout, quand on a 300 références, on peut. Mais 300 références, on ne va pas le faire dans la journée. Tu l'as bien dit toi-même chez IBB, tu as mis 9 mois à goûter. Mais il faut avoir au moins les bases. Et c'est peut-être aussi le boulot des syndicats comme l'UMIH ou d'autres syndicats. C'est peut-être aussi le boulot de proposer. Et comme le coût, c'est toujours un problème, de voir avec le syndicat s'il n'est pas possible, les syndicats, Sinorca, etc., pour en citer d'autres, de voir s'il n'est pas possible de faire de l'éducation, ne serait-ce que des patrons de bar, qui puissent ensuite redescendre parce qu'ils vendront d'autant mieux leur bière. Il y avait une question très intéressante que vous avez entamée, mais j'ai l'impression pas finie, sur une brasserie de 800 hectos. Elle doit travailler la qualité ou le marketing ? Moi, je pense que la qualité, si elle n'est pas là, c'est quand même la base de l'affaire, quoi. Mais aujourd'hui, des brasseries qui font de la bonne bière, des brasseries de 200 hectos, de 800 hectos, de 5000 ou de 200 000 hectos qui font de la bonne bière, il y en a à peu près des centaines et des centaines. Donc à un moment, soit la qualité, elle est vraiment extraordinaire et tu te différencies par la qualité. Il y en a, mais ça demande une exigence de qualité de malade. Soit tu te dis, je fais du bon, voire du très bon, comme beaucoup de mes collègues, et je vais chercher un supplément d'âme dans peut-être un peu de prix, parce que j'arrive à être meilleur là-dessus, dans un positionnement marketing hyper fun. On en connaît, les grandes brasseries craft qui ont émergé, c'est parce qu'ils avaient des positionnements market qui faisait la différence. C'était pas forcément meilleur que le voisin, mais l'étiquette, le truc, l'histoire que ça racontait était plus fun. Donc pour moi, les deux s'opposent pas du tout. C'est la qualité du produit, elle est juste indispensable. Et là où il y a 2 ou 3 ans, ça pouvait peut-être s'arrêter là, une étiquette dégueu faite par ton beau-frère parce qu'il a fait 2 ans de cours de graphisme quand il était étudiant, ça fait le taf. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très bon sur les deux, mais ça n'est que mon point de vue. Non, clairement, je pense qu'il faut être bon sur les deux et qu'il faut faire un mix. Maintenant, si tu es tout seul à faire tes 800 hectos, chapeau. Si tu es tout seul à les vendre, ces 800 hectos, encore plus chapeau. Enfin, tu vas avoir pas mal de casquettes. Le truc, c'est que pour faire un mix, je retiens toujours ce que disait Daniel Thirier, qui pour moi restera toujours une référence à tout niveau. Quand tu fais 250 hectos, tu te payes toi-même. Quand tu fais 500 hectos, t'en payes 2. Quand tu fais 750 hectos, tu payes 3 personnes. Peut-être que sur les 3 personnes pour 800 hectos, tu peux avoir une personne qui, une partie du temps, un tiers du temps, fasse du marketing, qu'une deuxième partie fasse du commercial. Mais dans ces cas-là, voilà, faut pas être tout seul, et une brasserie qui fait du bon, faut savoir le vendre. Le marché est trop saturé pour l'instant pour dire hey, je suis le seul qui fasse du bon. C'est pas vrai. Et puis le sujet, il est produit, marketing. Quand on dit marketing, c'est souvent un peu de la com, et il y a le commercial, quoi.
Nous, à l'échappée bière, pour vous dire, quand on crée des nouveaux produits tourisme, le produit, on le crée, puis on va voir Aurélie à la com, puis on lui dit « Tu mets 3 posts Facebook. » Voilà, c'est fait, le taf est fait. Mais juste, c'est du délire. Et du coup, bizarrement, on les vend pas les machins. Le marketing, c'est très bien. Le bon produit, c'est très bien. Mais le commercial un peu pur et dur, où je vais rencontrer des distries, des patrons de bar, pardon, mais un peu peut-être à l'ancienne, c'est juste fondamental. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les brasseries qui se créent, il faut bien checker les compétences de chacun. Un excellent brasseur, sans un bon commercial, ça va être un peu chaud. Un commercial fabuleux qui file la prod à un stagiaire qui va faire un truc pas terrible, c'est pas ouf non plus. Alors après, c'est pas simple de démarrer et recruter tout de suite un marketeur du tonnerre, un commercial et un brasseur top. Ça demande du pognon, mais il faut essayer de monter ces 3 curseurs-là, pour moi, simultanément, quoi. Non, c'est absolument vrai. On parlait des gens qui arrivent à passer à un stade. Tous les gens qui ont passé des stades, on le voit dans les Hauts-de-France, c'est des gens dans le Carrefour City d'à côté, il y est. Dans le resto d'à côté, qui est hyper sympa, où vous avez une personne super chaleureuse, il y est. Il va construire sa distrib, il est capable de parler de son produit, de faire goûter une qualité, de former le restaurateur, le barman ou la grande surface à qu'est-ce qu'il y a dans son produit pour le faire entrer. Donc ça, c'est une dimension hyper importante. Ça permet de rendre le produit disponible. Après, il faut faire savoir à quel point ce produit, donc aller savoir qui on veut toucher, quel public on veut toucher, ça c'est la partie com. Qu'est-ce que je veux, quel est le conso que je veux toucher. Et puis la qualité du produit, c'est ce qui fera que je le bois une fois, je le bois 2 fois, c'était le même produit, je suis convaincu et la 3e fois, je le rachète. Et clairement, pour parler que de la région, qui est encore une fois très, très, très spécifique, tu le disais, il faut parler stratégie aussi. Est-ce que je fais des quadruples IPA, quintuples dry hop, ou est-ce que j'ai une triple qui, sans la promouvoir, va se vendre? Est-ce que j'ai une Belgian Ale, une blonde un peu ronde, un peu sucrée, basique? Est-ce que ça va se vendre? Oui, clairement, ces deux-là, ça va se vendre. Ça va permettre justement peut-être d'avoir sur un 800 hectos, peut-être 300 hectos ou 350 hectos de ces 2 bières-là, qui vont permettre d'aller faire un peu plus de folie et qui vont permettre d'être un peu plus connus. Dans la région, en tout cas, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'avoir une triple et une blonde. Et beaucoup de brasseries, à l'image de Cambier par exemple, ont commencé par ça. Et beaucoup de brasseries aussi qui veulent faire des choses, qui tous les mois avaient une bière autre, une bière éphémère, se sont dit, oula, oups, on va faire notre blonde de base, que ce soit une Belgian Ale ou un bitter, et la triple. Dans la région, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Malgré le fait que IPA soit passé au-dessus, triple, c'est toujours un basique ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu caricatural, mais il y a des bières de chiffre d'affaires, il y a des bières d'image. Tu as tes bières de chiffre d'affaires, en effet, ici, la blonde et la triple. Et tu as des bières d'image, c'est ta double IPA et ton machin exotique qui fait que les gens vont se dire, ça, c'est une brasserie créative et tout. Mais dans les faits, dans les coulisses, ce qui te fait gagner des ronds, c'est les 2 premières, quoi. Quand je dis des bières de soif, des bières d'appel. Une bière d'appel qui permettra de pouvoir lancer un petit peu ça et qui, après, l'identité de la brasserie se crée. C'est un marché qui, malheureusement, il y a tellement de personnes sur le milieu qu'il faut déjà se lancer avec quelque chose qui serait rentable et après créer son identité. C'est 2 choses qui, malheureusement, prennent du temps et aussi de l'investissement et en effet des bonnes personnes. Mais il y a peu de personnes actuellement qui sont capables d'ouvrir demain et de vendre, en effet, il faut toujours, en effet, du régional sur la triple et la blonde qui reste indéniablement ici. Et après, sur de l'export interne, faut sortir son chapeau. Et on peut faire une blonde et une triple canonissime, formidablement bien marketée. Tout à l'heure, on parlait de travail d'éducation, justement, à éduquer la clientèle, etc. Bon, on a de la chance déjà, on va avoir une cité de la bière qui devrait pas tarder à émerger 2024 ou 2025. Mais est-ce que ça commencerait pas aussi par les brasseurs? Je vois certaines brasseries le font très bien. Mais mettre le degré d'amertume et d'aromatique, qui est déjà aussi un très bon. Je pense pas que ça coûte grand-chose à rajouter sur une étiquette, tout comme rajouter aussi les houblons. De plus en plus de brasseurs le font. Parce qu'autant, on parlait tout à l'heure de la clientèle vin, ils connaissent le chardonnay, la syrah et tout, etc. Ils savent quel goût ça va donner. Après, c'est aussi à nous, en tant que cavistes, d'éduquer les gens en disant, le Simcoe, ça va être ça, le Cascade, ça va être ça. Dans ce cas-là, d'accord, parce que si tu mets Simcoe, par exemple, ou Nelson Sauvin sur une étiquette, en grande distribution, pour vraiment aller dans l'extrême, il va dire, tiens, c'est le nom de la personne.
Mais il saura pas que c'est un houblon. Et même s'il dit, t'as marqué houblon Nelson Sauvin, ils vont se dire, ah, c'est du Nelson Sauvin, mais il saura pas à quoi ça correspond derrière. Et donc c'est là où le caviste, le barman, la personne qui va servir la bière, le brasseur, ou la brasseuse bien entendu, doivent insister pour dire, voilà, on aura ça. Et c'est là où je pense que ce travail doit être fait dès l'origine, du brasseur au distributeur, du distributeur au bar, du brasseur au bar aussi, jusqu'au consommateur. C'est là où, quand on fait un TTO, à mon sens, et je suis alors pardon, j'ai employé un gros mot, je suis une tête de con, je suis une vraie tête de con. Un TTO pour moi, c'est avec les brasseurs ou quelqu'un de la brasserie, parce que cette personne doit parler au consommateur et doit dire il y a ça au consommateur. Faire un TTO, ce que moi j'appelle un line-up dans un établissement où il n'y a que des bières qui sont de la brasserie, c'est cool. Moi je trouve ça vraiment bien. Mais s'il n'y a pas d'éducation de la part de la personne qui sert ou d'un représentant de la brasserie, que ce soit brasseur ou commercial, on manque 80% des informations malheureusement. Et donc, encore une fois, le maître mot, ça restera éducation. Et donc, il faut que de toute la filière, on puisse faire des actions envers le consommateur. Et dans la Cité de la Bière, quand elle sera ouverte, ça sera génial de pouvoir, ça serait génial d'avoir une forme de syndicat final ou une forme de quelque chose qui dise venez avec nous, on va dans tel établissement, on va dans telle brasserie et voilà ce que c'est la bière. On continue encore plus à faire ce genre de choses. J'en reviens à mon expérience et à mes discussions avec Jean-Luc Butez. Donc nous, notre PDG, il a plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. C'est pas un brasseur, c'était pas quelqu'un qui était... il était juste de Dunkerque, donc plutôt déjà immergé. Quand je parle avec lui, il a 30 ans d'histoire, de connaissance de cet univers. Moi, je suis en face, je suis un conso lambda. Encore plus il y a 9 mois, un peu moins maintenant. Quand on parle d'éducation, de transmettre, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une richesse phénoménale dans l'univers de la bière, dans l'univers brassicole, dans cette filière. Vraiment, hein, il y a un travail depuis des siècles d'avoir tout exploré. Moi, mon job aujourd'hui chez IBB, majoritairement, c'est d'arriver à extraire et commencer un travail pas de simplification, hein, mais d'essayer de structurer le discours de mes commerciaux, le discours des gens en interne, pour qu'ils soient déjà porteurs de ça auprès des points de vente. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur parce qu'il y a beaucoup de richesse. Donc le job de tous les acteurs de la filière, je te rejoins, hein, c'est comment on transmet le plus possible à toute petite échelle, quand on est un brasseur, quand on fait un TTO, très bien. Un peu plus grosse échelle, quand on a déjà une force de vente, quand on est un distributeur, quand on communique, quand on est un syndicat. Chaque étape, il faut arriver à transmettre ça et le transmettre de façon compréhensible parce qu'il y a un tout petit pourcentage qui comprend tout. Il y a un très gros pourcentage qui ne comprend pas beaucoup, mais qui sont pas... ils disent pas « je ne veux pas apprendre ». Mais il faut qu'on leur donne quelques structures au début, quelques grandes lignes, et ils vont apprendre et ils vont s'intéresser. Parce qu'il suffit juste... Moi, à un moment, on m'a dit, les bières trappistes, mon premier truc en rentrant chez moi, c'est d'aller regarder combien il y avait de bières trappistes, le pourquoi, le comment, lesquelles c'était, du coup derrière, de les acheter une par une pour les goûter, et après, de faire ma propre expérience, d'aller voir des gens qui m'expliquent et de regoûter. On m'a juste donné une impulsion. On m'a juste dit, tu sais, dans les trappistes, il y en a, alors, 6, 7 selon les... Mais c'est un cercle fermé. Ça m'a donné une envie énorme d'aller chercher. Et ce monde-là, il est riche de cette diversité et il suffit de donner des impulsions. Et on est tous légitimes pour donner les impulsions. Je te trouve très optimiste. On va finir là-dessus. Je te trouve très optimiste et c'est très bien. Il faut être optimiste. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste et c'est pas bien d'être pessimiste dans le sens où je pense que tout le monde n'a pas envie d'apprendre. Beaucoup de gens ont des présupposés, ils sont très bien et ils veulent pas apprendre parce que c'est pas confortable. C'est là où nous, on doit les bousculer. Mais j'ai tellement envie de bousculer tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez, comme on peut pas rester toute l'après-midi à parler, je suis disponible au Test & Brews Marc en Barœul. Si vous voulez discuter, c'est avec grand plaisir. Merci à tous en tout cas. Parlons bière, parlons business est un podcast d'Expertise Bière Conseil. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le noter 5 étoiles dans votre appli audio. Pour connaître les prochaines dates de diffusion, rendez-vous sur le site expertisebièreconseil.com. Vous pouvez aussi réagir à cette interview sur le compte Facebook d'Expertise Bière Conseil. Et n'oubliez pas, comme le disent si bien nos amis belges, une bière brassée avec savoir se consomme avec sagesse.